Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une étude complète de fonctions. Là, il va y avoir un petit peu tout ce qu'il faut savoir faire en terminale sur une fonction, enfin sur des fonctions relativement accessibles. Ici, on va d'abord travailler sur g de x, une fonction auxiliaire. Auxiliaire, ça veut dire qu'elle va nous aider pour la partie B. Donc il faudra bien soigner la partie A. Qu'est-ce qu'on va faire? Des dérivés, des limites, hein, un TVI, vous allez voir, on va utiliser le corollaire du TVI. Ensuite, des tableaux de signes, il y en a pas mal. Et en partie B, on va utiliser tout ça pour étudier une fonction, donc une deuxième fonction, la fonction f avec, pareil, limite, dérivée, tableau de variation, recherche de l'extrémum. En partie C, on fera un petit peu de convexité, signe d'une fonction, et en partie D, étude de position relative entre une droite et la courbe de notre fonction f. Voilà, beaucoup de choses, on est parti. Alors, on attaque la partie A. Donc, dans la partie A, on a l'étude de fonctions, la fonction g, d'expression 1 moins x exponentielle moins x moins 3. Et il s'agit donc de trouver son signe. Alors, on fait ça, vous voyez, en quelques étapes. D'abord la dérivée, ensuite les limites. Je les détaille un petit peu. On est en début d'année, donc c'est bien de détailler un petit peu. Ensuite, le tableau de variation. Et grâce à notre corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ou sa conséquence, on trouve l'unique solution à g de x égale 0. Et cette solution, on l'encadre, et ensuite on donne le signe de g de x. On est parti. Première question, donc, calculer g' de x, étudier son signe pour x appartenant à R. Alors g', donc, déjà g c'est un produit de fonction de référence, 1 moins x, on sait que ça ne pose pas de problème, exponentielle moins x non plus, donc la dérivée est assez tranquille. Donc ici, on dérive ça comme un produit. Alors moi, je détaille, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Donc vous devez remarquer que G, c'est U fois V, moins 3. D'accord? Alors, ceux qui font directement, vous avez tout à fait le droit. Quand on dérive comme ça un produit, on pense à mettre ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle l'empreinte de la dérivée d'un produit. La dérivée d'un produit, c'est U, donc V', la formule, donc U fois V, plus, enfin U', plus U, V'. Donc, vous voyez, j'aurai dans ma dérivée une parenthèse pour prime, une parenthèse pour V, une somme, une parenthèse pour U, une parenthèse pour V'. Et vous voyez, dedans, je vais mettre les expressions. Donc là, si on fait directement, on dérive donc d'abord 1 moins x, donc c'est U', moins 1. Ensuite, je réécris V, plus U, donc je réécris 1 moins x, et je dérive exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Et ensuite, on pense bien à dériver moins 3. Je mets un 0 ici, plus 0 pour bien montrer que je ne l'ai pas oublié, mais vous n'êtes pas obligé. Pour ceux qui prennent leur temps, ils ont raison. U, c'est donc comme expression 1 moins x. V de x, c'est exponentielle moins x. Je dérive, donc pas de commentaire sur U'. Par contre, V', on est là pour réviser. J'utilise pour dériver, la dérivée, donc c'est une composée, c'est exponentielle rond U. Donc quand on dérive, on sait qu'on a la dérivée de ce qu'il y a dedans fois l'exponentielle de U. Donc le même exponentiel. Donc ici, j'ai un moins qui va sortir parce que je dérive moins x. Bon, ça, moi, je dirais, c'est tellement fréquent qu'il faut le connaître par cœur. Exponentielle moins x, vous dérivez, c'est moins exponentielle moins x. Ensuite, g', donc on enlève les parenthèses, on a moins exponentielle moins x. Alors, ici, je vais mettre un moins 1, même s'il ne sert à rien. Comme ça, dans la factorisation, ça sera plus clair pour tout le monde. Et on a ceci. Alors, j'oublie pas, il y a un moins, vous voyez. On fait bien attention à ne pas oublier ce moins. Donc, eh bien, je vais le mettre tout de suite devant. Et comme ça, et après, il faudra que j'en tienne compte. Donc, quand je factorise, donc ici, je vais factoriser par exponentielle moins x. Donc, j'ai un moins 1. Et j'ai moins 1 moins x. Voilà, ceux qui sont rapides auront tout de suite écrit x moins 1. Donc, ça fait moins 1 plus x. Ici, vous avez bien vu, j'ai distribué le moins. Je sais que ça ne pose pas de problème à la plupart d'entre vous, mais je préfère préciser. On obtient donc x moins 2 exponentielle moins x. Très important d'être sûr à 100% de ces dérivées, notamment quand elles sont assez simples, parce que le reste du sujet va en dépendre. Alors, une petite astuce pour ceux vraiment qui ont besoin d'être certains de leurs dérivées. Vous rentrez donc sur une calculatrice, là je prends la Casio, vous rentrez donc dans le menu tableur l'expression de g de x. Ensuite, vous mettez en mode dérivative, en mode donc, où on va afficher les dérivés. Donc vous voyez dans le setup ici, je mets dérivative on. Je montrerai si vous voulez pour ceux qui ont une Texas. Je sors de là et je vais faire mon tableau. Dans le tableau,
Vous voyez, quand on met dérivative, on a une colonne avec les nombres dérivés ici de g. Alors, si vous voulez, eh bien, on peut ici, eh bien, entrer la dérivée qu'on a trouvée. Alors, la dérivée, vous voyez, c'est x moins 2. Voilà, exponentielle moins x. Et ben, je vais regarder les valeurs. Et normalement, les valeurs de ma dérivée, ça doit être les mêmes que dans la colonne y'1. D'accord? Regardez bien. Ici, donc j'ai deux colonnes, vous voyez, qui donnent les mêmes valeurs. Hein. Une colonne avec les valeurs, les vraies valeurs, hein. Enfin les valeurs approchées de g', calculées par Casio, et ensuite les valeurs de la fonction que moi j'ai trouvée. Vous voyez qu'on a les mêmes, donc eh bien, ça veut dire que notre dérivée, elle est bonne. Vous voyez, c'est très astucieux, ça permet comme ça d'être sûr de notre dérivée. Sur une Texas. Alors, c'est pas si pratique, mais ça marche quand même, vous allez voir. On va dans Maths. On n'a pas de tableau qui affiche les valeurs directes des dérivés. On va juste pouvoir calculer n'importe quel nombre dérivé. Donc ici, je mets nombre dérivé. J'indique la variable, donc je dérive par rapport à x. Ici, je rentre l'expression de ma fonction, 1 moins grand x, donc exponentielle moins grand x. Et ici, si je me rappelle bien, c'est moins 3. Ensuite, je vais prendre une valeur, par exemple, x égale 2, voilà. Voilà le nombre dérivé en 2. Maintenant, je regarde combien vaut mon expression. Moi j'ai trouvé x moins 2 exponentielle moins x. Donc, je fais... Alors, pour 2, vous voyez, j'ai pas bien choisi 2, parce que pour 2, moi, je trouve 0. Effectivement, là, on est à moins 4,5 exposant moins 8, donc on est pas mal, hein, parce que le calcul de la Casio, c'est une valeur approchée. Donc, on peut retester une deuxième. Donc là, j'avais pris 2. Je reviens en arrière. Vous voyez ici. Donc, je vais dans la ligne, voilà, dans la ligne qui m'intéresse, je revalide sur Entrée, et je peux aller changer comme ça ce que je veux dedans, en reculant. Voilà, donc là, je vais mettre, par exemple, le nombre dérivé en 3. Je trouve 0,0497,8, etc. Eh bien, je vais regarder, hein, en remplaçant dans mon expression x par 3, donc 3 moins 2, exponentielle, moins 3. Et je dois trouver quelque chose de très proche, hein, là, vraiment. Et bien voilà, vous voyez, on est bon. Donc, on a fait 2 tests. Alors, si vous avez encore un doute, vous faites un troisième. Mais a priori, vous ne faut vraiment pas avoir de chance pour qu'en prenant un nombre au hasard, vous trouviez la même valeur. Voilà. Ça n'est pas du 100%, mais quasiment hein, dans ce qui nous concerne, nous. Donc, voilà, c'est de la vérification. Hein. C'est vraiment pour être sûr. Donc, maintenant, ben, on est paré. On peut étudier le signe. Alors, évidemment, le signe de la dérivée, vous savez à quoi il va ressembler, puisque vous avez la courbe. La courbe, vous voyez, elle est comme ça. Alors, la fenêtre, je vais descendre un peu plus bas, il semble. On va aller jusqu'à moins 5. Est-ce que ça passe? Oui. Donc, alors, on est sur R. Donc, très important d'ajuster sa fenêtre. Donc, je vais mettre moins 5. Voilà à quoi ressemble la courbe. Donc, on a une impression de décroissance. Et ici, vous voyez, ça remonte légèrement. Donc, on devrait avoir ici donc le signe de G qui devrait être négatif, puisque ça décroît, et ensuite positif. On fait ça. Alors, ici, on a un produit pour G'. Pour étudier le signe d'un produit, on étudie chacun des facteurs. Alors, x moins 2, c'est facile. L'exponentiel, on sait que quel que soit x réel, un exponentiel, c'est strictement positif. Donc, exponentiel moins x, c'est strictement positif. Voilà. Petite remarque qui nous servira d'ailleurs dans le sujet. Hein. Vous savez que 1 sur e de x, c'est exponentiel moins x. Donc, vous voyez, un exponentiel moins x, en fait, c'est l'inverse d'un exponentiel strictement positif. Donc, c'est une autre façon de l'expliquer. Alors, pour notre signe, on a donc un tableau. On est sur moins l'infini plus l'infini. Nous, G' est du signe de x moins 2. Hein. On a x moins 2, exponentielle moins x, je mettrai des plus partout. Et donc G', je vais avoir son signe assez vite. Alors x moins 2, fonction affine qui s'annule en 2, inutile de le préciser. Elle est affine croissante, donc un signe moins 0 plus. Donc, ici mon exponentielle, j'ai dit que c'était positif, donc j'ai moins 0 plus. Vous voyez? Donc, eh bien, on a le bon signe, c'est ce qu'on attendait. Ça veut dire que la fonction g, elle va être, et ça sera la question suivante, décroissante, puis croissante. Tout ça strictement. Et c'est à 2 qu'il y a un changement. Les limites. Alors, dans cet exercice, elles ne sont pas très compliquées. On va regarder quand même, comme d'habitude, avant de rédiger au brouillon, si on est capable de donner la réponse. Donc ici, on est donc en moins l'infini. On a un premier ici, donc le moins 3 pose pas de souci, hein, c'est donc ce produit qui peut nous embêter. Donc 1 moins x tend vers plus l'infini, on rajoute 1, ça fait plus l'infini. On multiplie
par une expression qui va vers l'exponentielle moins x. Moins x va vers plus l'infini, donc ça va vers l'exponentielle en plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Donc ça n'est pas indéterminé, parce que ça, on sait qu'en termes de limite, ça tendra vers plus l'infini. On rajoute moins 3, donc c'est plus l'infini. On n'a plus qu'à rédiger calmement. Donc ici, limite de 1 moins x quand x tend vers moins l'infini, plus l'infini, on ne justifie pas. La limite d'exponentielle moins x, bon, à force de la traiter, on la connaît absolument par cœur, mais vous pouvez, si vous voulez, décomposer en disant limite d'exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est la même limite que quand vous prenez un nombre grand X qui va vers plus l'infini et que vous regardez grand X. C'est plus l'infini, c'est une composée. Donc ici, vous dites par produit, la limite donc de 1 moins x exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est donc le produit de nos deux plus l'infini. Et donc par somme, on ajoute une constante. La limite donc de g de x quand x tend vers moins l'infini, c'est donc plus l'infini. Et ça, vous pouvez même l'écrire de façon plus simple, c'est en ne mettant pas x, et dans ce cas-là, on écrit limite de g, et on met juste le moins l'infini sans les x, égale plus l'infini. Voilà, donc pour notre limite. Troisième question, la limite en plus l'infini. Alors là, je donne des indices, on est sur des nouveautés, les limites, donc il faut être progressif. Alors ici, pourquoi je donne des indices déjà? Parce que 1 moins x exponentielle moins x moins 3, on a un problème en plus l'infini. Quel est ce problème? Eh bien, 1 moins x, vous savez que ça va vers moins l'infini. Et l'exponentielle moins x va vers moins l'infini, donc ça va vers 0. Et donc, on a ici une forme qu'on appelle donc indéterminée. On ne peut pas, comme ça, par une propriété directe, donner la réponse. Il va falloir au cas par cas. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous, les formes indéterminées, dans les exponentielles, on les lève de façon assez simple en revenant à deux possibilités. Soit vous avez la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur x qui vaut plus l'infini, ou la limite quand x tend vers moins l'infini de x e de x qui vaut 0. Ici, nous, on a un exponentiel moins x, donc on va le transformer pour revenir à un exponentiel x. Ça va être notre première étape. Et donc g de x, on va le développer, ça fait e moins x e de moins x, moins 3. Alors développer, c'est pas mal ça, parce que souvent, ça permet de voir où est vraiment le problème. Et ici, quand vous regardez, en plus l'infini, notre premier terme tend vers donc 0, le troisième vers moins 3. Donc le terme qui nous pose un réel problème, c'est celui du milieu. Vous voyez? Donc c'est lui sur lequel on va vraiment essayer de travailler. Alors l'exponentielle moins x, vous le connaissez, mais on va le mettre sous cette forme, c'est encore plus clair. Exponentielle va vers 0, va vers plus l'infini, donc en l'inversant, ça donnera 0. Ici, on a un x, e de moins x, donc je transforme x sur e de x, moins 3. Avantage, x sur e de x, c'est la propriété e de x sur x, mais inversée. Donc c'est une croissance comparée, on sait que ça va vers 0. Donc on va dire quoi? Bien la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur e de x, ça c'est 0, on ne démontre pas. Ensuite vous dites par croissance comparée, la limite de x sur e de x, c'est l'inverse donc de notre plus l'infini, c'est 0. Et donc par somme, on ne parle même pas du moins 3, par somme, la limite donc de g en plus l'infini, on a 0, 0, moins 3, c'est égal à moins 3. Petite question facile, dresser le tableau de variation, on a tout ce qu'il faut. On a donc ici, on est entre moins l'infini et plus l'infini. On a vu que g', on va le réécrire, son signe change, donc pour x égale 2, et qu'on a moins plus. Donc g, comme on l'avait annoncé, est strictement décroissante, croissante, avec une limite annoncée en moins l'infini et vérifiée qui est plus l'infini, donc cohérent, puisqu'après on descend. En plus l'infini, c'est moins 3. On n'a ici pas d'incohérence. On regarde ce qui se passe en 2, donc g de 2 à la main, là vous pouvez le faire, ça fait 1 moins 2 exponentielle moins 2 sur moins 3, 1 moins 2, moins 1, donc moins e moins 2, moins 3. Alors e moins 2, moi j'aime bien l'écrire sous la forme 1 sur e carré. Comme ça on voit bien que c'est un petit nombre proche de 0. Donc ici effectivement,
on est un peu en dessous de moins 3, hein, parce que ça, je peux l'écrire moins 3, moins 1 sur e carré. Donc c'est normal qu'après on puisse monter jusqu'à moins 3, puisqu'on est en dessous. Cinquième question, montrer que sur R, il existe un unique réel alpha tel que G de alpha égale 0. Donc là, on regarde le tableau tout de suite. Voilà. Où est-ce que G pourrait bien s'annuler? Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que de moins l'infini à 2, ben on est strictement décroissant, on va de plus l'infini, et on descend jusqu'à moins 3 moins sur K, et donc, hein, intuitivement, on comprend qu'il y a une solution ici. Hein. Cette solution, évidemment, ça sera alpha. De l'autre côté, ben, on n'a pas de solution, parce qu'on a une limite moins 3, et on a une fonction qui est croissante, strictement, donc là, évidemment, ça ne pourra jamais faire eh bien, un nombre positif, et même pas un nombre nul. On ne va jamais aller strictement au-dessus de moins 3, et ça ne vaudra d'ailleurs jamais moins 3. Donc là, ça se rédige avec un TVI, hein, sur moins l'infini 2, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que G est continu. C'est assez important, la continuité. Ça va garantir que si notre 0 est intermédiaire, on va bien à un moment passer par l'axe des abscisses graphiquement. Donc G est continu. Pourquoi elle est continue? Parce que elle est dérivable, on a réussi à dériver, donc pas de souci. G est strictement, la stricte est importante, strictement décroissant. Et ensuite, eh ben, on donne donc la limite de G en moins l'infini, qui est plus l'infini. La valeur, donc G de 2, alors on n'est pas obligé de la recopier, mais par contre, c'est important, c'est qu'elle est strictement négative. Donc, de ces deux choses-là, on en déduit que 0 est bien entre eux, eh bien, G de 2 et plus l'infini. Donc 0, c'est une valeur intermédiaire. On peut appliquer ici la conséquence ou le corollaire du TVI, donc conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. L'équation G de x égale 0 admet sur cet intervalle, donc sur moins l'infini 2, une unique solution qu'on appelle alpha. Et donc G de alpha est égal à 0. Maintenant, on s'occupe de l'autre intervalle. Sur l'autre intervalle, attention, ça ne sera pas du tout un TVI, puisque le TVI sert à montrer qu'il y a des valeurs intermédiaires. Sur l'autre intervalle, 0 n'est pas intermédiaire, parce que, eh bien, la fonction G est strictement croissante, et sa limite, c'est moins 3. D'accord? Donc là, eh bien, ça veut dire que pour tout x donc de cet intervalle, donc pour tout x supérieur ou égal à 2, g de x est donc strictement plus petit que moins 3. D'accord? Conclusion, g de x est toujours différent de 0, donc il ne peut pas y avoir de valeur de x qui annule g. Et maintenant, on peut faire un bilan. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, sur moins l'infini 2, g de x égale 0 admet, donc ça c'est le bilan, hein, admet une unique solution alpha, donc g de alpha égale 0. Sur 2 plus infini, g de x égale 0 n'a pas de solution. Donc sur R, g de x égale 0 admet une unique solution. Et là, on a vraiment bien répondu à la question. Donc il existe un unique réel alpha, qui est d'ailleurs plus petit ou égal à 2, tel que g d'alpha égale 0. Alors là, c'est la calculatrice. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Sur moins 0,62, je vais faire un petit bilan sur cet intervalle. Qu'est-ce qu'on a? On a une fonction qui est strictement décroissante. En moins 0,62, vous voyez, j'ai trouvé une image. Hein. Donc g de moins 0,62 est à peu près 0,01. Voilà. Qui est strictement positif. G de moins 0,61 est à peu près moins 0,04, strictement négatif. Vous voyez, on a un changement de signe. Ça veut dire quoi? Ici, on est parti d'un nombre strictement positif pour descendre. On pourrait faire un nouveau TVI, hein. Mais là, c'est inutile parce que maintenant, on sait qu'ici, eh bien, ça veut dire qu'on a quoi? On a 0 qui est entre, eh bien, l'image de moins 0,61 et ici, l'image de moins 0,62. Et donc, comme j'ai
est strictement décroissante, et bien on a inversion de l'ordre, parce que 0 ici, vous voyez. En fait, à la place de ce 0, on va mettre G2 alpha, parce que G2 alpha vaut 0. Et donc, comme eh bien, on a unicité de alpha, forcément le alpha, qui est justement l'antécédent de 0 que vous trouvez entre moins 0,61 et moins 0,62. D'accord? Alors moi, personnellement, ça, je le rédige vraiment assez rapidement sur une copie. Moi, j'attends que les élèves donc vérifient le changement de signe, et ensuite, on dit juste donc alpha, effectivement, appartient bien à moins 0,61, enfin 62, il faut bien penser à l'ordre, et moins 0,61. Voilà, hein, ça suffit, c'est vraiment pour avoir un encadrement, pour pouvoir travailler par la suite. Hein. Donc inutile de surrédiger, il faut bien comprendre le principe. Hein. Et encore une fois, vous devez trouver entre l'image de moins 0,62 et l'image de moins 0,61, le nombre 0 doit s'y trouver. Hein. D'accord? Et c'est pour ça que ça permet de dire que alpha sera entre les deux. 7e question, grâce à ça, on va déduire le tableau de signes. Alors, ici, hein, on va juste refaire. Moi, je vous conseille à ce niveau-là. Alors, si vous avez votre tableau tout prêt, vous pouvez le compléter, rajouter une ligne. Sinon, vous refaites un tableau avec les variations de G en fonction de X. Voilà. Vous mettez bien donc votre 2, votre alpha. Ici, on a donc ceci, avec donc 0, et ici, moins 3. Les seules choses qui me servent, c'est ça. Hein. Les autres ne servent pas ici. Donc, avec ça et uniquement avec ça, eh bien, on a le signe de G de X. Parce qu'ici, ça va s'annuler donc en alpha. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire, si on veut vraiment rédiger, sur moins l'infini alpha, G est strictement décroissant. Donc, pour tout x plus petit strictement que alpha, G de x, comme c'est décroissant, deviendra supérieur à G de alpha. D'accord? Et G de alpha, c'est 0, donc G de x est positif. Sur donc, alpha 2, G est strictement décroissant. Donc, encore une fois, eh bien, si on prend x, donc, entre alpha et 2, hein, d'accord, eh bien, en prenant l'image de x, voilà, je prends strict, hein, comme ça, j'obtiens le signe strict ici, g de x, c'est décroissant, donc vous voyez, inversion. G de x va devenir plus petit que g de alpha qui vaut 0. Donc ici, voilà pourquoi j'ai un négatif. Et ensuite, de 2 à plus infini, on en a déjà parlé, hein. On a g qui est croissant, même strictement croissant, et la limite en plus l'infini, c'est moins 3. Donc ça veut dire que là, g de x est plus petit que moins 3, et donc est forcément différent de 0, et pardon, est strictement donc négatif. Voilà. Globalement, dans la pratique, on se contente de refaire le tableau, hein, et de compléter la ligne, bien sûr, en mettant ici le 0 sous le 0 de alpha, pour bien montrer que vous avez compris qu'il y a un lien entre, eh bien, justement les variations et le signe, et que ce lien, il dépend vraiment de la position de notre alpha. Voilà donc pour la première partie, très importante, parce que cette partie va nous permettre dans la suite de trouver le signe d'une dérivée, donc il ne faut pas se louper. Alors on fait un petit bilan donc, graphique de cette première partie. Alors GeoGebra, Casio, Texas, ici sur GeoGebra, on voit bien des croissants. Si vous voulez la dérivée, regardez, je tape G', très rapide, ça me trace directement la courbe. Et on voit que la dérivée, vous voyez, s'annule bien en 2, donc c'est bon. Si vous voulez le minimum, eh bien, vous tapez min, vous descendez. Donc la fonction c'est g entre donc moins 5 et 5, vous validez. Et vous avez comme ça, eh bien, le minimum qui est atteint donc, pour x égale 2 et qui est à peu près de moins 3,14. Donc vous voyez, c'est super rapide. Hein. Casio pour ça, pour GeoGebra pour ça, c'est vraiment bien. Donc ici, on peut aussi aller faire un zoom pour trouver la valeur approchée donc, de alpha. Et on trouve bien ici, vous voyez, qu'on est entre moins 0,61 et entre moins 0,62 et moins 0,61. Alors, pour nos calculatrices, alors Casio, donc voici, vous tracez. Donc on a cette courbe-là. Si vous voulez avoir déjà des idées sur l'endroit où ça fait 0 et sur le minimum, vous allez dans Gsolve ici. Donc vous mettez route, ça vous dira où est-ce que ça fait 0, vous voyez, à peu près en moins 0,61, 76, etc. Si vous voulez avoir le minimum, vous mettez minimum, et ça va placer le minimum, vous voyez, en 2. Donc c'est parfait. On regarde pour la Texas, c'est pareil, on rentre, on va dans graphe. Ici, si vous voulez donc eh bien, des précisions sur l'endroit où ça vaut 0, vous allez dans seconde calcul, donc F4, vous allez dans le 0. Alors là, c'est un peu plus
compliqué que sur les Casio. Il faut, vous voyez, il y a une petite borne qui se déplace. Alors ici, elle est à moins 2,8, donc elle est trop haute. Donc il faut que j'arrive à la voir. Donc voilà, voici. Il faut que je mette donc un trait à gauche de l'endroit qui m'intéresse et un trait à droite. Voilà. Et ensuite, vous recliquez. Et là, eh bien, il va vous donner 0 au moins 0,61. Vous voyez, ça marche très très bien. Vous voulez le minimum, vous faites pareil, calcul. Vous allez dans minimum. Vous mettez votre petite croix avant le minimum. Vous déplacez votre croix après. Voilà. Vous validez. Et ça vous place, alors c'est des valeurs rapprochées, donc 1,9999, etc. Donc on imagine bien que c'est pour x égale 2. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Donc on fera ça dans une deuxième vidéo, parce que ça devient après très très long. Donc partie B, ici, évidemment on va se servir de ce qu'on a fait, donc je vais le garder en haut à droite. On va étudier la fonction donc x d'expression x exponentielle moins x moins 3x, et là on va faire pas mal de choses. Rien de compliqué, mais très complet. Donc, évidemment, on va faire le lien avec la première partie, tout de suite, avec la dérivée de f. Ensuite, des petites limites. Voilà. À ce moment-là, on a le tableau de variation, puisqu'on a nos limites et le signe de donc f'. Là, des petites valeurs à calculer, ça c'est juste l'utilisation de la machine. Ça nous servira pour tracer à la fin. Ensuite, le grand classique, trouver l'expression de f de alpha en fonction de alpha. On va utiliser la première partie, ça. Et grâce à cette expression de la question 6, on va pouvoir avoir un encadrement de donc f de alpha. Je vous souhaite donc bonne fin de journée à tous et à bientôt donc pour la partie B.